Bonjour, je m'appelle Edwige Chevrillon, présente le Grand Journal sur BFM Business et le 20h30 et puis je fais le dimanche l'émission BFM Politique avec Olivier Mazerolle sur BFM TV. Voilà, on va parler de compétitivité, c'est un sujet dont je parle beaucoup en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a ce fameux pacte de compétitivité voulu par le gouvernement. Est-ce que c'est utile ou pas? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de savoir si le rôle de l'État est indispensable ou pas. Je vais peut-être rapidement vous présenter les intervenants. Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, qui est à ma droite. Juste à côté de lui, Alexandre Josse, de la Fabrique Spinoza, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Olivier Régis, de la Fabrique de la République, de l'Atelier de la République, pardon, de fabrique à atelier, après tout, c'est la même chose. Et puis, l'intervenant que nous avons retrouvé, de l'Institut de l'entreprise, Frédéric Montlouis, félicité. Juste, peut-être, quelques chiffres avant qu'on a sortis de l'Observatoire de BFM. L'industrie représentait en 1982 28% du PIB en France. Aujourd'hui, 13% seulement, et en Allemagne, 30%. La part de l'industrie dans la valeur ajoutée a chuté de 22% pour s'établir à 16%, alors que c'est absolument le mouvement inverse en Espagne. Et puis notre pays, en 1982, comptait un peu plus de 5,5 millions d'emplois industriels. Il n'en reste plus que 3 300 000. Donc on voit bien qu'il y a un problème de compétitivité. On va essayer de voir si vous, messieurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dames, j'observe, si vous avez des solutions. Je vais peut-être commencer par l'Institut de l'entreprise, si vous voulez bien, même si vous venez d'arriver. Merci, désolé pour ce retard au démarrage. Un mot sur l'Institut de l'entreprise, c'est quoi, l'Institut de l'entreprise est un think tank qui s'occupe exclusivement de l'entreprise, considérée au sens large dans son environnement économique, social et sociétal, et regroupe 130 entreprises. Donc plutôt patronal. Olivier Régis, juste à côté de vous, peut-être rapidement. L'Atelier de la République est un think tank humaniste, progressiste, qui a pour ambition de casser les barrières traditionnelles de l'action de l'État, de la compréhension de l'État et des citoyens, et de créer des liens innovants. L'innovation fait toujours peur, mais on pense que c'est l'innovation qui construit la réforme. Alexandre Jost. La Fabrique Spinoza est un club de réflexion et aussi un action tank, comme on dit, sur le bien-être citoyen. Et nous pensons que ce principe du bien-être citoyen est un principe puissant de transformation de la société à tous ses échelons, aussi bien les individus que les organisations, dont les entreprises, mais également les politiques publiques. Jean-Hervé Lorenzi, vous avez multicasquette, mais en l'occurrence ce soir vous êtes président du Cercle des économistes. Le Cercle des économistes, c'est combien d'économistes? 30. 30, tous très bons. Et, enfin, tous, forcément, par définition. Tous supposés très bons. Et un club très sympathique qui, en réalité, avait pour objectif, dès l'origine, de débattre et de permettre un débat public dans des domaines qui sont, au fond, assez traditionnellement en dehors du débat citoyen. La prochaine fois, vous utiliserez mieux votre micro, si je puis me permettre, Jean-Hervé. Je vais Frédéric. essayer. Je vais essayer. Au fond de la salle, pourtant vous êtes professeur, vous savez ce que c'est quand donc, on n'entend rien. Je répète, pour ceux qui n'auraient pas entendu, nous sommes tous très sympathiques. Alors plus sérieusement, on va commencer, Frédéric, par vous, peut-être parce que l'Institut de l'entreprise, vous représentez quand même un think tank patronal, problème de compétitivité, vous avez des mesures et surtout, pourquoi le rôle de l'État est indispensable ou pas? Alors, si j'ai bien compris, j'ai 7 minutes, c'est bien ça? Oui, guère plus. Guère plus. Alors, on va essayer de faire rapidement, je vais essayer d'être discipliné. Premier point, il me semble que la question essentielle, c'est d'abord de réconcilier l'État avec l'esprit d'entreprise. Ce qui suppose deux préalables. D'une part, que le goût du risque doit revenir en politique, et d'autre part, ça suppose aussi de faire le deuil d'un certain nombre de représentations obsolètes. Alors je vais essayer de montrer ça rapidement. Deux remarques préliminaires d'abord sur l'essence de l'entrepreneur. Avant d'aller dans le détail, l'entrepreneur, c'est quand même d'abord celui qui a le goût du risque, qui fait le choix de l'aventure et non pas le choix de la soumission à l'ordre des choses. Et donc, son objectif, c'est avant tout de changer les règles du jeu par son travail. Et on voit bien que cette légitimité-là de l'entrepreneur, dans une société qui veut éliminer à tout prix le risque, ça pose un problème. Ça, c'est mon premier point préliminaire. Le deuxième point, c'est que l'économie, vous le savez bien, sous sa forme actuelle, est une économie du mouvement. Tout est flux de façon massive, de façon accélérée, et
quand on regarde en face le rôle de l'État, l'État est quand même là pour consolider, assurer la permanence, la stabilité et l'ordre. Là encore, on voit une contradiction qui n'est pas mineure. Alors, le danger essentiel, une fois qu'on a dit ça, c'est, pour paraphraser Walter Benjamin, c'est que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe. Alors, comme avant, c'est-à-dire comme aujourd'hui, on connaît la situation actuelle. Jacques Delors, dans les années 80, avait quantifié le coût de la non-Europe. Je vais essayer de montrer pourquoi, aujourd'hui, on a un coût de la non-réforme qui serait absolument insupportable. Alors d'abord, les conditions du retour à la compétitivité, c'est le premier point. On en a beaucoup parlé ces derniers temps avec le rapport Gallois. L'Institut L'Entreprise, en janvier 2012, avait sorti un rapport qui s'appelait « Pour un choc de compétitivité en France ». On voit que ça a eu le succès que vous connaissez. Je vais passer rapidement là-dessus parce qu'il me semble que les tenants et les aboutissants sont bien connus. On a une spirale de déclin qui s'auto-alimente. Les produits des entreprises françaises sont plutôt positionnés dans le milieu bas de gamme, et donc pour lutter contre la concurrence des pays à bas coût, eh bien, on baisse les coûts. Les entreprises, en retour, ont des marges plus faibles, et qui dit marge plus faible dit capacité d'investissement, d'innovation, de R&D, de formation plus faible, et donc on a une spirale de déclin. Le premier enseignement, c'est que la distinction que l'on entend entre compétitivité coût et hors coût est largement hors sujet. La compétitivité coût est très corrélée au hors coût, puisque l'une détermine l'autre. Et le deuxième enseignement, qu'on dit trop peu, c'est que les entreprises françaises ne font pas assez de profit, et que les marges des entreprises aujourd'hui sont trop faibles. Il faut absolument, dans cet ordre d'esprit, réhabiliter le profit comme étant quelque chose de sain. Les marges des entreprises permettent de fabriquer de la croissance et des emplois. Alors à court terme, on a vu le plan qui a été proposé par Jean-Marc Ayrault à l'issue du rapport Gallois. Un point très, très bref sur le coût des charges sociales qui pèsent sur le travail. Tout le monde connaît le problème. Je rappelle un chiffre, 77% de la protection sociale pèse sur le travail. C'est un problème majeur en France, qui est l'un des pays européens sur lequel la protection sociale pèse le plus. À moyen long terme, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, c'est un véritable agenda 2020. Vous savez que Gerhard Schröder, en 2003, avait élaboré un agenda 2010 de réformes structurelles. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce plan de croissance avec un calendrier précis de réformes que l'on peut attendre de l'État, en cassant une idée reçue, c'est-à-dire qu'il faudrait préserver à tout prix le modèle social français. Ce modèle social, il est clairement insoutenable. Insoutenable financièrement, économiquement inefficace, socialement injuste. Donc comment est-ce qu'on réinvente ça ? Il y a un certain nombre de choses en termes structurels. Je veux simplement m'appesantir sur deux points. D'une part, le marché du travail, et d'autre part, l'ouverture à la concurrence. Le marché du travail, vous savez qu'il y a une négociation en cours entre le patronat et les syndicats. On verra où on arrive. On doit arriver à la conclusion en fin de semaine prochaine. Rappelons une chose, c'est que d'abord, pour aller au-delà des polémiques stériles sur les accords compétitivité-emploi, que d'abord, oui, les entreprises ont besoin de flexibilité pour passer la crise et donc ajuster les salaires au temps de travail, mais la flexibilité, elle se joue réellement au niveau de chaque entreprise. Donc ça implique quand même de reconnaître l'entreprise comme l'échelon pertinent de négociation et de repenser en profondeur le dialogue social pour comprendre et accepter que l'entreprise ne soit pas seulement définie par son actionnariat, par son capital, mais que l'entreprise, c'est un collectif qui rassemble évidemment des compétences, de l'innovation. Et ça demande une nouvelle façon de penser l'entreprise. Deuxième point, après le marché du travail, c'est l'ouverture à la concurrence, avec, on le sait, des effets bénéfiques de l'ouverture à la concurrence sur les marchés, puisque ça incite les acteurs économiques à s'engager dans une politique de productivité, à faire de l'innovation. Ça permet de baisser des prix et donc de gagner du pouvoir d'achat et de créer de l'emploi. Deux exemples. Monti, en Italie, a engagé des réformes structurelles assez lourdes en termes de marché de l'emploi et de concurrence. Le gain moyen pour les ménages italiens sur un an, c'est à peu près 1 000 € par ménage. Donc on voit que ça a un effet structurel important. Deuxième exemple, Free. Vous savez que l'opérateur a eu une 4e licence. Deux économistes de renom
Oui. Augustin Landier et David Tesmar ont mené une étude là-dessus. Free a permis de libérer 1,7 milliard d'euros de gains de pouvoir d'achat par an en France, en tout cas ce sont leurs conclusions, et de générer entre 16 000 et 30 000 emplois. Alors évidemment, à court terme, ça détruit les emplois chez les acteurs établis. À plus long terme, ça en crée dans d'autres secteurs. Juste parce qu'il y a Jean-Hervé Lorenzi qui dit quelque part, c'est pas le sujet, mais c'est le sujet en partie, parce que la création d'emplois. La question, c'est est-ce que, par rapport au sujet, faut-il tout attendre de l'État? La réponse d'un institut comme le vôtre, c'est oui ou c'est non? Ça dépend de quel État on parle. C'est-à-dire, le sujet... L'État, la République française. Enfin, je ne sais pas comment vous le... Ouais. Non, mais quand on dit l'État, si vous voulez, l'idée reçue, c'est de dire moins l'État s'occupe des entreprises, mieux ça va. Oui. Non. Et en particulier... C'est un discours qui est quand même souvent véhiculé par des entreprises, des entrepreneurs. Oui, mais à juste raison, parce que l'État a tendance à s'occuper, malheureusement, non pas de l'entreprise d'une façon cohérente, stable et de long terme, mais plutôt de s'immiscer dans l'opérationnel de l'État. Je prends juste un exemple. Rapidement, et après on va continuer. Oui. Quand vous voyez, la semaine dernière, il y a Opel en Allemagne qui annonce la fermeture de l'usine de Bodrum. On entend Angela Merkel dire, écoutez, c'est regrettable, mais les salariés d'Opel sont bien formés, compétents, et ils retrouveront rapidement un emploi dans le secteur. Bon, voilà, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de mouvement social. Et on a un État qui clairement joue son rôle, c'est-à-dire qui travaille de façon structurelle à l'employabilité, à la formation des salariés, qui ne protège pas des emplois qui sont destinés de toute façon à disparaître parce que le secteur est en décroissance, mais qui va accompagner la mobilité des salariés, mobilité professionnelle et mobilité géographique. Et donc le rôle de l'État, il est réellement là, il n'est pas de définir comment l'entreprise doit, par exemple, utiliser ses profits. Alors, justement, puisque comme ça, vous me tendez la perche, pour faire le lien avec Olivier Régis. Olivier Régis, vous avez une politique, un paradigme, parce que ce n'est pas vraiment une politique, c'est de l'emploi pour tous. Alors, dites-nous, c'est pour ça que ça fait bien lien. Oui, c'est bien ça. Olivier, comment vous y arrivez? Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ont envie de savoir. L'emploi pour tous, c'est très bien, oui. C'est un bon principe. Bon, on est samedi après-midi, on est tous détendus, il n'y a pas trop de parlementaires, pas trop de bloquants dans la salle, on peut donc parler librement, on peut se dire les choses très tranquillement, hein, on est tous d'accord. Donc, c'est en direct, c'est très bien. Comme ça, ils vont nous écouter, j'espère. Je crois que la première question, et je vous donnerai 2-3 recettes auxquelles on a beaucoup travaillé à l'Atelier de la République, et ce sera un peu ma conclusion. Donc, je vais commencer par retracer un petit peu le modèle qui est le nôtre, notre raisonnement, et puis je conclurai sur cet emploi pour tous, un petit point sur la dette et un tout petit mot sur l'Europe, mais ça sera très rapide. Je crois que le premier point qui est celui sur lequel on commence à plancher, qui est celui de savoir l'État. Est-ce qu'il faut un État interventionniste ou pas? Est-ce qu'il faut un État suractif ou au contraire limité à ses fonctions régaliennes? Je crois que la question n'est pas celle-là. La question est de savoir si l'État représente les citoyens. Les citoyens, je vais ajouter un petit mot, les citoyens contribuables ou les citoyens aidés, les deux côtés. C'est cette question qui nous taraude. Car 35 ans de vote au Parlement de loi de finances en déficit, c'est 35 ans de report de la prise de responsabilité qui est celle du diagnostic, la photo. La croissance, la compétitivité et tous les sujets qu'on a mis à l'ordre du jour aujourd'hui et cet après-midi découlent de cela. Quel chef d'entreprise peut voter 35 ans de budget déficitaire dans son entreprise et survivre? Aucun. Quel citoyen peut faire 35 ans de déficit ou de découvert bancaire et survivre? Aucun. Les parlementaires, eux, le peuvent. Et non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce qu'ils sont pris dans une spirale infernale qui est de dire on ne peut pas couper, on ne va pas couper là, c'est trop important, le budget, il faut bien sûr maintenir une politique de défense, une politique sociale. Donc on ne peut pas aborder la vraie question qui est de savoir comment peut-on survivre et faire vivre un État solidaire de ses citoyens en ayant eu 35 ans de vote continu. Cette question-là, il faut la régler. Ça fera partie des quelques solutions. Deuxième point, c'est que puisque ce lien entre le citoyen contribuable et le citoyen aidé et l'État se distend, il y a des effets d'éviction. Alors c'est Gérard Depardieu qui, dixit Michel Sardou, va se faire chier comme un rat en Belgique.
Non, mais c'est moi qui le dis. C'est un bon, le chansonnier célèbre conclut en disant il n'y en a que pour 2 ans. Là, peut-être qu'il est optimiste. Ça peut durer un peu plus longtemps. Mais il pense que ça va durer 2 ans. Il dit bon, 2 ans, je paye. J'ai encore un peu de sous, je vais payer. Et il dit Gérard, casse-toi, vas-y, va en Belgique, amuse-toi avec les Belges. Quand on aura marre, tu reviendras. Non, la vraie question qu'il aurait fallu poser à Gérard Depardieu avant de partir, celle que nous tous, quand on a quitté le pays pour travailler à l'étranger, ça nous est arrivé, c'est de savoir combien on doit. C'est quoi l'addition? Et quand vous quittez le pays, on vous donne votre quitus fiscal, mais on vous dit c'est tout, et vous dites ah ben c'est bien. La dette publique, ah non, ça vous payez pas, vous. Non, c'est bon, vous pouvez partir. Et vous laissez la dette derrière vous. C'est comme si vous allez au restaurant, je parle sous le contrôle des quelques autorités aveyronaises présentes dans cette salle, vous allez au restaurant, vous consommez, vous mangez votre aligot saucisse, vous sortez, ah non, je dois rien, c'est bon. Ah non, attendez, monsieur, vous payez votre addition. Donc on est dans ce problème, qui est le problème de savoir où est notre solidarité entre l'État et les citoyens, la dette qu'on a accumulée, ce qu'elle a permis de faire, et finalement ce que l'on veut en faire. Et enfin, tous les modèles classiques que nous connaissons, rembourser la dette avec la croissance, rembourser la dette avec l'inflation, c'est-à-dire en piquant l'épargne des retraités, de temps en temps faire un petit mouvement guerrier qui permet de remettre les pendules à l'heure, soit parce qu'on a été envahi, soit parce qu'on a nous-mêmes cassé la figure à nos voisins. Ça permet de remettre les pendules à l'heure. Là, on ne peut plus. Monde ouvert sans croissance pour une région qui s'appelle l'Europe, dans laquelle, en gros, le taux d'équipement des ménages est 2, 3, 4 fois supérieur à celui de 80% de la planète. Ah oui, il y a un problème. Donc 3 solutions. À l'atelier, on a dit il faut quand même se remuer un peu les ménages. Alors on a un peu moins d'économistes que chez Jean-Hervé. Bon, on a quelques-uns. Justement, quand vous dites on, le on inclut qui? C'est le conseil scientifique, c'est Christian Saint-Étienne, c'est quelques industriels, quelques chefs d'entreprise, quelques... On l'a aussi. Hein. Quelques politiques, oui c'est vrai. Ouais, on le partage alors. Quelques économistes aussi, et puis parfois aussi quelques citoyens responsables, quelques élus qui ne sont pas, je vais employer le terme, qui ne sont pas gamellards, hein. Ils n'ont pas la gamelle attachée à eux et qui arrivent à régler le problème de la gouvernance entre eux. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Gamellard, oui, écoutez, en Aveyron, on a l'habitude, on a la chance d'avoir un département qui s'appelle le Rouergue, qui est resté pratiquement conforme à ses frontières d'origine, donc on tient bon. 3 solutions. Premièrement, la dette. La dette, c'est la dette citoyenne, elle appartient à tous. Il y a 65 millions de Français, il y a 30 000 euros attachés à chaque Français. Il y a 120 000 euros attachés à chaque contribuable. Vous posez la question à l'envers, que peut-on en faire? À un moment donné, il faut se poser la question technique du rôle des banques de nous aider, citoyen par citoyen, selon son niveau de revenu, de s'endetter sur une période de 30 ans, de rembourser tout ça, de démastricher l'ensemble de cette dette et de faire en sorte ensuite que les parlementaires votent des lois de finances équilibrées, c'est-à-dire qui ne s'endettent que pour investir, mettre une chambre des comptes, une cour des comptes représentative des contribuables et citoyens et faire en sorte qu'on ne puisse plus voter une loi de finances dans une commission des finances entre eux, c'est-à-dire sans que les citoyens aient leur mot à dire sur ce qu'on va faire de leurs impôts. C'est la règle d'or, c'est ça que vous avez dit? C'est une règle d'or, non, c'est plus qu'une règle d'or, c'est la prise en main des citoyens de l'incohérence budgétaire de 35 ans qui n'aurait pas pu être la leur, quelle que soit leur activité dans ce monde. Et dans 50 ans, quand on regardera ces 35 ans, on dira ils ont ruiné 2 générations. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt, on ne peut pas le dire, mais on le dira. Deuxième point, l'emploi pour tous. L'emploi pour tous, c'est dire que l'emploi inactif, c'est-à-dire le chômage, est financé par les actifs. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, à 77 ou à 80%, il est financé par les actifs. Eh bien là, il faut être très clair. Le retour à l'activité sur la base du volontariat, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui travaille dans une PME, PMI, TPE, dans une période de 3, 6, 9 ou 12 mois, fait bénéficier à cette entreprise d'une totale gratuité de son salaire, puisqu'il est pris en charge par Pôle emploi, et pendant cette période dégressive, il peut faire bénéficier à ces entreprises dites vertueuses d'apports d'emplois frais et neufs à un coût zéro qui redonne de la confiance, qui redonne de la croissance et qui permet de lutter contre ce qu'on appelle cette concurrence déloyale des coûts de compétitivité et de productivité d'un pays à l'autre. Et 3e point, et j'en ai terminé, il faut une gouvernance européenne. Elle a été évoquée dans la table ronde précédente. Chez nous, on part du principe qu'il faut bien évidemment un gouvernement européen, un budget européen et une politique fiscale européenne, car la plus grande concurrence fiscale n'est pas en dehors des frontières européennes, mais à l'intérieur des frontières européennes. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques minutes. À mon avis, on va pas mal aussi rebondir sur ce que vous avez fait, mais on va poursuivre notre tour de table et puis après, on viendra... on va débattre sur tous ces points. Alexandre Jost, alors vous avez encore un point de vue très différent. Vous êtes plus du côté
la valeur humaine, le capital humain, en fait. Hein. Oui, effectivement, je pense que ce qui rend cette table ronde intéressante, c'est qu'on a des points de vue fort différents. Je ne sais pas ce que va nous dire Jean-Hervé, mais... On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais à la Fabrique Spinoza, il est très sympathique, effectivement. Tout aussi sympathique à la Fabrique Spinoza. Donc, notre point de vue, c'est, je pense, une idée véritablement nouvelle, c'est de dire il y a un vecteur de performance et de compétitivité des organisations que nous n'avons pas suffisamment envisagé, c'est celui du bien-être des collaborateurs et des collaboratrices. Alors pour donner un petit peu de chair à ça, je voulais commencer par une étude de cas, pour vous donner quelque chose sur lequel vous accrochez. En 1986, on avait une grande compagnie d'assurance américaine qui s'appelait Metropolitan Life Insurance aux États-Unis, qui vendait des assurances. Cette société faisait face à un grave souci, puisque juste après l'embauche de leurs vendeurs, environ 50% d'entre eux démissionnaient dans la première année et 80% d'entre eux dans les 5 années qui suivaient, avec des coûts de formation énormes de $30 000 à l'époque pour former ces vendeurs. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir un certain Martin Seligman, chercheur en psychologie, qui est ensuite devenu en 1998 le président de l'Association américaine de psychologie. Et ce monsieur leur a dit, il faut changer votre processus de recrutement. Très bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous allez adjoindre à votre test classique de recrutement un test d'optimisme ou de pessimisme. Le déroulement le recrutement s'opère, et à la suite de ce recrutement, eh bien, le chef d'entreprise se fait dire par Martin Seligman, eh bien, vous allez embaucher des gens qui ont échoué au test de compétences classiques pour voir ce que ça donne. 1 an plus tard et 2 ans plus tard, en examinant les résultats, 2 constats. Premier constat, les personnes ayant été embauchées, les nouvelles recrues optimistes, ont une performance supérieure aux pessimistes. Maintenant, plus intéressant encore, si on regarde ceux qui avaient échoué au test de recrutement classique, ces optimistes-là ont une performance supérieure à ceux des pessimistes ayant réussi au test de recrutement classique. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que si on regarde le bien-être, parmi les précurseurs du bien-être, il y en a beaucoup, mais l'un d'entre eux, c'est l'optimisme. Donc on voit une chaîne qui se lie de bien-être vers performance. Maintenant, ce qui rend cette étude plus intéressante, c'est que d'abord, elle est sur 5000 recrues, donc on a in vivo un énorme laboratoire d'expérience, et deuxièmement, on a, comment dire, une augmentation de performance qui est significative, de 10 à 60% de ventes supplémentaires. Alors, à la Fabrique Spinoza, on s'est dit, est-ce que c'est un cas isolé? Et comme notre job, si on travaille sur le bien-être citoyen, c'est d'être sérieux, d'être scientifique, on travaille avec l'OCDE, l'ONU, on vient d'être nommé à la nouvelle commission présidentielle confiée à Attali sur l'économie positive, on s'est dit, allons examiner la science. Et il y a un nouveau domaine scientifique que les gens appellent la science du bien-être. Alors ça fera sourire certains. Dedans, il y a de la neuroscience comportementale, de la psychologie positive, de l'économie du bien-être. Et en examinant ce corpus scientifique, on s'aperçoit qu'une certaine Sonia Lyubomirsky, en 2005, a compilé 225 études dans différents champs et que ces études démontrent qu'effectivement, il y a un lien entre bien-être et performance. Et elle nous explique le lien de causalité. Le bien-être se traduit par des affects positifs fréquents qui donnent lieu à un élargissement des facultés cognitives, mais également un élargissement des gammes de comportements. Et comme ces affects positifs sont fréquents, ces comportements récurrents donnent lieu à des compétences nouvelles. Et ces compétences, on les aperçoit dans plein de domaines, en termes d'innovation, de coopération, en termes d'organisation, en termes de créativité, également des bienfaits en termes de santé, en termes de capacité cognitive pure. Un chiffre à partager avec vous, un docteur qui est dans un état d'esprit positif, qui se sent bien, réalise un diagnostic à véracité constante de 50% plus rapide. Des salariés qui se sentent bien dans leur organisation sont mieux évalués, gagnent plus rapidement en responsabilité, obtiennent des meilleurs salaires. Et on a même des études assez étonnantes où vous avez des chefs d'entreprise qui obtiennent des meilleurs retours sur investissement lorsqu'ils sont dans un état d'esprit positif. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer de tout ça? Ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est que, bon, première chose, les entreprises, devant ce nouveau paradigme, ne sont pas démunies. Un peu démunies, mais pas complètement. Pourquoi? Parce qu'il commence à apparaître, depuis quelques années, des outils au service de ces organisations pour mettre en œuvre ce qu'on appelle le bien-être performant ou l'entreprise positive. Et on pourra en parler ensemble, mais ce sont des enjeux autour de la gestion du temps, le temps non interrompu, des enjeux autour de la gouvernance, de la participation des salariés, développement des capacités cognitives, on parle de choses comme l'intelligence adaptative, et enfin,
peut-être un autre champ, celui de la convivialité, j'en ai parlé. Alors, pour conclure ce propos de quelques minutes, ce qui nous paraît intéressant là-dedans, c'est qu'on voit apparaître une nouvelle manière de penser. Alors, tout le monde parle de paradigme, on pense que véritablement c'est un nouveau paradigme. Pourquoi ? Parce qu'il inverse la donne. On a longtemps cru que c'était la performance qui générait le bien-être. En fait, non. Ces études scientifiques suggèrent que c'est le contraire. On s'est trompé. C'est le bien-être qui génère la performance. Et là, on a un nouvel outil, un nouveau vecteur de transformation des organisations pour une plus grande compétitivité. Et ce vecteur, il aligne des intérêts sociaux et des intérêts économiques. Mais on pourra en parler plus. Juste, alors je vais vous poser un peu la même question. Intéressant, cette économie du bien-être. Je prendrai une petite réaction peut-être de Frédéric Montlouis, félicité, pour voir du point de vue des entreprises si ça paraît peut-être une recette. Mais juste avant, le rôle de l'État, qu'est-ce que vous attendez de l'État, Alexandre Jost ? Je suis toujours avec ma question. Est-ce que vous attendez tout de l'État ? L'économie du bien-être dépend de l'État ? Est-ce qu'il faut du bien-être au sein de l'État ? Voilà. L'école. En fait, je pense que la puissance de ce paradigme, c'est qu'il renvoie chacun à ses responsabilités et que tous les acteurs sont concernés. Alors vous allez dire, voilà, tout le monde, oui, tous. Bon. Pourquoi ? Parce que l'organisation est évidemment à la commande. Elle peut réfléchir à des enjeux de management, de gouvernance, d'organisation du travail, de convivialité. Mais l'individu aussi est responsable. Et ça, c'est nouveau de parler de ça. Évidemment, il est stressé, mais il est aussi responsable. Parce que les comportements dans une organisation, ils transforment la performance de cette organisation. Et le comportement, c'est autant le résultat d'une organisation, d'un management, que le résultat de sa responsabilité propre. Quant à l'État, il y a des domaines dans lesquels il peut agir, ou bien des domaines qui sont directement liés à l'entreprise, par exemple le télétravail. On sait qu'un individu qui travaille à distance quelques jours par semaine, 1 ou 2 jours par semaine, eh bien, va redonner, j'ai oublié le chiffre, mais je crois que c'est 30 à 50% de son temps économisé dans les transports à l'employeur. Donc un État qui favoriserait, comme il est en train de le faire, mais pas encore complètement abouti, le télétravail, est au service du bien-être des collaborateurs, mais également de la performance de l'organisation. Frédéric Montlouis, félicité. Est-ce que ça peut être, je sais pas, une idée à prendre pour l'Institut de l'entreprise et pour les entreprises ou pas Le bien-être, non mais les entreprises, enfin c'est pas une idée nouvelle. Enfin, faut pas considérer que, alors je ne remets évidemment aucunement en cause le travail remarquable d'Alexandre Jost, mais ça n'est pas une idée nouvelle. Il y a d'abord, d'une part, pour mitiger ce qui vient d'être dit, enfin tout ne se joue pas dans l'entreprise. Il y a quand même un certain nombre de problèmes qui tiennent à la sphère privée, qui sont, quand vous partez le matin de chez vous, vos problèmes, vous les apportez dans l'entreprise. Donc, que ce soit des problèmes familiaux, conjugaux, de logement, de transport, etc., vous les apportez avec vous. Ça, c'est quand même une première chose. Et puis d'autre part, ça n'est pas nouveau. Il y a des travaux effectivement qui sont menés depuis un certain temps, et puis des entreprises qui ont vraiment pris les choses en main. Il y a un auteur indien qui s'appelle Vinit Nayar qui a écrit il y a quelque temps un bouquin qui s'appelle Customers First, Employees First, donc les employés d'abord et les clients ensuite. Voilà, lapsus révélateur. Donc, on s'occupe d'abord des employés avant de s'occuper des clients, et c'est ce que quelqu'un comme François Dupuis, qui est un sociologue des organisations bien connu, disait. Il va même plus loin parce qu'il emploie une formule qui dit « le travail d'aujourd'hui tue l'emploi de demain ». C'est-à-dire que les conditions d'exercice de travail dans les organisations aujourd'hui font que, structurellement, pour éviter justement les problèmes liés au bien-être des entreprises, au bien-être des salariés, on va serrer de plus en plus la part humaine dans la production au profit des machines, des ordinateurs, etc. Donc il y a une vraie implication économique dans, évidemment, le bien-être au travail. Merci. Pardon, j'ajoute que nous avons publié avec Hubert Landier, il y a quelques mois, une étude sur l'engagement des salariés, donc la motivation des salariés, et cette étude reprend un certain nombre de points évoqués par Alexandre. Jean-Hervé Lorenzi, vous allez parler d'innovation, d'enseignement, c'est un de vos sujets favoris. Et pourquoi ? Je vais juste reciter un chiffre, puisqu'on parle d'innovation. Si les entreprises françaises portaient leur effort de recherche et développement au niveau des entreprises allemandes, cela représenterait un investissement de plus de 30 milliards d'euros. Donc c'est dire si l'innovation peut faire basculer quand même beaucoup, beaucoup de choses. Jean-Hervé Lorenzi, alors vos recettes par rapport au sujet. Je vais essayer de revenir au sujet. Je le regardais. Le sujet, c'est « Faut-il tout attendre de l'État ?» Donc je vais parler du sujet qui nous a été proposé. Si vous parlez dans le micro, en disant rapprochez juste votre micro. Que je connais bien Alexandre,
que je trouve absolument formidable, et encore plus aujourd'hui, parce qu'il a quand même eu la performance de traiter avec beaucoup de talent un sujet qui n'avait aucun rapport avec la table ronde. Attendez, on va y revenir, mais 3% de perte du PIB estimé par le Bureau international du travail lié au stress au travail. Donc je pense qu'on est dans le sujet. Non, d'accord. Enfin bon. Heureusement que Alors, c'est Spinoza. peut-être sur le sujet, puis on va revenir sur l'innovation, mais peut-être sur le sujet, parce que je trouve que le thème de l'État, aujourd'hui, en France, est un thème majeur, parce qu'au fond, il est celui qui doit donner peut-être les éléments de déstress de la société, l'encadrement ou le climat de l'environnement pour les entreprises favorables, et il s'agit de savoir si, un, c'est vrai aujourd'hui, deux, c'est nécessaire demain. Voilà les questions auxquelles je vais essayer de répondre. Aujourd'hui, on a eu une semaine quand même extraordinaire sur le thème, au fond, du rôle de l'État dans l'environnement et, au fond, dans la perception générale que les entreprises peuvent avoir du fonctionnement économique de notre pays. Je vous rappelle que nous avons eu l'affaire de Florange, avec ce débat surréaliste sur les nationalisations, alors que la seule question consistait à savoir s'il y avait un repreneur ou non. Mais on est reparti exactement pour les plus anciens d'entre nous, j'en vois quelques-uns, enfin d'ailleurs c'est même la majorité. Je rappelle que c'était. Je ne sors pas du sujet. Je rappelle que je rappelle que c'est les débats que nous avions dans les années 80. Et donc revenir sur cette affaire de nationalisation comme si c'était un débat majeur pour savoir s'il fallait faire ceci à Saint-Jean-de-Maurienne, une petite entreprise de Rio Tinto, faut-il la nationaliser? C'est quand même au fond un détournement de bon fonctionnement de l'État. Dans la même semaine, Edwige, nous avons eu le j'ai envie de dire, plaisir... sauf pour les gens qui travaillent dans cette usine, sachant Bien entendu. À Saint-Jean-de-Maurienne, il n'y a pas beaucoup d'emplois aux alentours, à part être professeur de ski. Quoi. Bien entendu, je ne dis pas qu'il ne faille pas traiter le thème, mais le problème, comme je me permettais de vous le dire, c'est y a-t-il ou non un repreneur? Et à ce moment-là, le débat devient peut-on imaginer une autre solution? Mais de le traiter comme si c'était le débat idéologique des années de ce début du XXIe siècle était quand même surréaliste. Deuxième chose, vous vous souvenez que nous avons passé un petit moment ensemble, Edwige, j'ai eu la gentillesse de venir à Dauphine, et nous avons eu un débat sur la transition énergétique. C'est-à-dire exactement des thèmes qui sont des thèmes de la collectivité, donc de l'État. Et moi, j'ai été frappé de deux choses. De la même semaine où, pour les 561 salariés de Florange, l'ensemble du gouvernement s'est mobilisé... 649, je crois. 649, pardon. Je n'aurais pas dû donner des chiffres. Et en économie, il faut être très prudent. La même semaine où l'ensemble du gouvernement s'est penché sur le sujet de ces deux hauts fourneaux, je rappelle qu'ils font partie des 6 hauts fourneaux français qui sont situés, il y a 3 groupes de 2, et qu'on sait quoi qu'il arrive, il y en aura un des groupes qui va disparaître. On apprenait que le surcoût de l'EPR, qui est pour nous déterminant dans la transition énergétique, était de 2 milliards, annoncé comme ça, 2 milliards. C'est un sujet macroéconomique, c'est plus de la microéconomique, c'est avec des entreprises publiques tout à fait honorables, mais enfin en réalité en surcoût. Et donc le débat de transition sur la transition énergétique était à la fois alimenté par des nouvelles très surprenantes et des chiffres absolument fantasmatique, puisque vous avez entendu comme moi, j'ai donné un chiffre et vous m'avez repris en me disant mais non, vous êtes très en dessous de la vérité. J'ai dit qu'on sortait un chiffre de 450 milliards d'investissements sortis de la poche de je ne sais qui pour faire de la transition de je ne sais pas quoi, et vous m'avez dit c'est pas 450 milliards, c'est 800 milliards d'euros. J'ai dit qu'on parlait de 800 milliards, et même la ministre qui était là, Delphine Batho, n'a pas non plus précisé ce chiffre-là. Je me disais, c'est ce qu'on pourrait appeler des ratés. Des détournements, de mauvais fonctionnement de l'État. Et moi, je suis plutôt favorable. Maintenant, la nécessité. Aujourd'hui, c'est les ratés. Demain, c'est une absolue nécessité. Donc, c'est au fond le point sur lequel je voulais insister. L'économie française, comme toutes les économies mondiales, européennes et mondiales, sera soumise à 3 sujets dans lesquels il est impossible d'imaginer que la collectivité ou baptisez-le l'État ou baptisez-le la puissance publique, comme vous voulez. Les mots n'ont pas grande importance dans ce domaine-là, mais la collectivité, dans son rôle d'action, est absolument déterminante. Je cite les 3 points, très rapidement.
mais ils sont majeurs à comprendre. L'économie mondiale et la nôtre sera déterminée par un premier thème qui est le vieillissement de la population, quand même très important à comprendre. Ça joue et sur les coûts de la protection sociale. Alors, tous les chiffres circulent, mais enfin, en gros, c'est 4 à 5 points de plus dans les 15 ans qui viennent, donc c'est majeur. C'est d'ailleurs les sujets d'aujourd'hui, les retraites, la santé, tout ce qu'on essaie de réformer. Ça joue évidemment le vieillissement sur les problèmes de productivité, parce que même si à 65 ans, on peut être extrêmement vif et dynamique, il est clair que statistiquement, l'innovation vient plutôt des tranches d'âge plus jeunes. Et donc, un vieillissement des populations, ça joue sur l'innovation, donc sur la productivité. Donc, c'est très important pour notre pays. Et vous voyez bien que c'est le sujet, à mon sens, majeur de l'économie française. C'est ce conflit entre les générations, entre au fond, les 20% de plus de 60 ans et les moins de 30 ans, sachant que c'est en réalité plus équilibré et mieux traité qu'on ne l'imagine. Et puis surtout, le troisième thème du vieillissement, qui m'annonce mon deuxième point de difficulté, c'est le fait que nous avons besoin de reconstruire de manière très importante une structure productive. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on va vivre uniquement avec le maintien de Florange. Donc il faut bien imaginer de l'investissement dans des secteurs majeurs. C'est l'éducation, ce qui permettra aussi à Alexandre d'être moins stressé, à Olivier de trouver un emploi pour tous et à Frédéric de faire que les entreprises soient enfin reconnues pour ce qu'elles sont. Mais en fait, on a besoin d'énormément de finances. Or, ça veut dire c'est des actions, ça veut dire c'est de l'investissement à terme. Or, réfléchissez, plus une société vieillit, plus évidemment, elle a une aversion au risque. Les gens de mon âge se disent, quand on leur dit c'est formidable, vous allez investir, et la rentabilité des investissements que vous faites, ça marchera bien dans 20 ans, on trouve ça vachement sympa, mais il y a quand même un regard critique là-dessus. Donc, c'est ce thème-là, ce premier thème est majeur, vieillissement. La société française, il faut bien comprendre, et nous avons la chance, au passage, d'avoir sur ce thème-là plutôt une situation plus favorable que d'autres pays. Nous n'en profitons pas aujourd'hui, mais c'est, à mon sens, le point essentiel. Le deuxième point, il rejoint le premier. Le troisième et le dernier. Non, le deuxième, c'est... Non, c'est le premier. Et j'ai limité pour limiter à 14 minutes mon intervention, j'ai limité à 3 points. Donc, le deuxième point, c'est la rareté de l'épargne. Il faut bien que vous compreniez ça. Nous avons vécu sur des flux entrant, sortant d'épargne venus des pays émergents. Vous ne pouvez pas dire, dans les années qui viennent, que les pays émergents vont voir leur consommation augmenter sans imaginer que leur épargne va diminuer. Donc, il y a une pompe aspirante refoulante par des circuits d'épargne qui passaient par les États-Unis et qui vont se modifier dans les années qui viennent, au moment même où nous avons besoin de beaucoup d'épargne et d'investissement. C'est l'État, tout ça. Et le troisième sujet, c'est ce que je considère comme un point très important, c'est-à-dire le ralentissement des progrès techniques. À mon sens, c'est vraisemblablement une des difficultés majeures pour les pays de l'OCDE. Et quand vous prenez ces 3 thèmes, que ce soit le vieillissement et donc l'arrangement entre les générations, qui voulez-vous qui traite le sujet autre que l'État, ou la collectivité, ou la puissance publique, ou tout ce que vous voulez, ou les citoyens réunis par Olivier, tout ce que vous voulez, mais c'est une collectivité. Ça n'est pas l'entreprise qui peut gérer ce problème-là. Quand on traite les problèmes d'épargne et donc de fiscalité de l'épargne long terme et donc de la capacité d'investir, même chose. Même chose également pour, au fond, l'innovation. Tout ça pour conclure, pour dire et me situer dans et le temps et dans le thème que vous nous avez proposé, Edwige, c'est de dire, bien entendu, qu'aujourd'hui, il y a des ratés sur le fonctionnement même de l'État, on les voit quotidiennement, parce qu'on ne traite pas bien les sujets majeurs, mais évidemment, c'est le retour de cette volonté collective, c'est le seul moyen de s'en sortir. Je ne vois pas sinon comment on pourrait traiter les 3 thèmes et les 3 contraintes que je me suis permis très rapidement d'évoquer. Merci Jean-Hervé. La question, c'est comment faire pour que l'État, à ce moment-là, s'approprie les sujets dont vous parlez, parce qu'ils sont sur la table, ce n'est pas la première fois qu'on en débat, on connaît tous les chiffres. Pourquoi l'État ne s'empare pas de ces dossiers, de ces points, ne tente pas de résoudre cette question qui est sur la table depuis 30 ans, 40 ans ? Peut-être que mes camarades veulent y répondre, mais je réponds très simplement. C'est assez habituel, mais là, je suis sous le contrôle
de mes 3 amis qui sont particulièrement compétents sur le sujet, c'est évidemment le fait que faire émerger un sujet, faire émerger une conception... honnêtement, moi, ça fait 40 ans que je fais de l'économie, je n'ai jamais vu une situation aussi compliquée, aussi difficile à décrypter, aussi difficile à appréhender, aussi difficile surtout. L'immense difficulté, c'est de comprendre quelles pourraient être les solutions. Quel est le fil qu'il faut tirer? Si vous commencez à expliquer... Je termine juste là-dessus, mais moi, j'avais passé ma vie à essayer plutôt d'avoir quelques amis, et je me suis fait en 12 secondes 16 200 000 ennemis, ce qui était beaucoup pour un seul homme, tout simplement parce que j'ai dit sur une chaîne de télévision que je trouvais que la CSG, c'était pas absurde que les retraités la payent dans les mêmes conditions. J'imagine d'ailleurs que je ne vais pas pouvoir sortir vivant d'ici, mais c'est que, c'était normal que tout le monde paye la CSG dans les mêmes conditions. Tout ça pour dire que c'est très difficile. Dans les mêmes conditions en plus, oui. D'accord. Olivier, Régis, Frédéric Montlouis, et puis j'ai déjà vu qu'il y avait des questions dans la salle. Je souhaite enfoncer le clou sur ce que vient de dire Jean-Hervé. Il n'y a pas de liberté de parole sur aucun sujet parce qu'on est devenu protecteur de nos acquis. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est figé. Si on dit c'est la CSG, on tombe. Si on dit c'est la TVA, on tombe. Et pourtant, on sait très bien qu'à périmètre constant, si on ne change rien au modèle, à 50 000 chômeurs par mois, il va y avoir un problème en septembre ou en octobre prochain, c'est évident. C'est un problème mécanique. Donc, c'est figé parce que le politique, au sens large, droite, gauche, politique de gouvernement et de majorité successive, ne peuvent plus aujourd'hui présenter aux citoyens cette addition, ce bilan. C'est pas audible, c'est trop dur, c'est trop violent. Et le politique tente de survivre dans un environnement où, et il le sait, lorsque le citoyen prend conscience de l'impasse dans laquelle il est entré, laissant à l'État le soin de le guider. Bien sûr que c'est l'État qui guide la population, bien sûr que c'est l'État, c'est-à-dire la représentance citoyenne, la démocratie, qui oriente les travaux et les débats. Et c'est là où on est coincé. Et donc, si vous voulez, le politique se dit, on va rester comme on est, on va pas toucher, on va toucher au moins de choses possibles. Et puis bon, si ça pète à un moment donné, et si les citoyens disent non, on fera ce qu'on peut pour sauver. C'est pour ça que je dis la gamelle tout à l'heure, parce que la gamelle, c'est ce qui fait que quand vous n'avez plus rien à partager, quand vous êtes politique et que vous n'avez fait ça toute votre vie, comme un économiste, comme un industriel, il n'y a pas de honte à faire de la politique, et certains en ont fait leur métier. Vous ne pouvez plus prendre cette liberté de parole pour dire à un moment donné, écoutez, tout ce que j'ai fait, c'est pas terrible, on va essayer de repartir sur une page blanche. Ça passe pas. Et donc là, il y a un problème de rupture entre les citoyens et l'État. Frédéric, on peut réagir rapidement, un petit point. Oui, juste, il y avait Frédéric Montlouis qui voulait réagir juste avant, et pour ça, il a levé le... Oui, et après, c'est vous, Alexandre. J'irai encore plus loin, c'est-à-dire que fondamentalement, l'État se considère, alors de façon historique, depuis longtemps, on se considère au-dessus de la société. Et donc, un État au-dessus de la société, c'est aussi ce qui explique assez largement que les problèmes et les solutions, on les connaît depuis 30 ans. Par quel mystère on est toujours aujourd'hui dans cette situation? Pourtant, on voit autour de nous des pays qui ont réussi à se réformer. La Nouvelle-Zélande, le Canada, la Suède. Alors on sait que les conditions économiques, macroéconomiques étaient différentes, mais ils ont réussi. Ils n'étaient pas plus préparés que nous à le faire. Alors, si on regarde juste de l'autre côté de la Manche, que se passe-t-il en Grande-Bretagne? Cameron est au pouvoir depuis 2010. En 2010, il a mis en place un programme politique dont certains d'entre vous connaissent peut-être le nom, qui s'appelle la Big Society. Ce projet, c'est quoi? Ça consiste à remettre au centre du jeu la société civile au sens large, c'est-à-dire les citoyens, les entreprises, les associations et l'État. Et de dire, il y a aujourd'hui des choses que l'État ne peut plus assumer, ou bien des choses que les citoyens, les associations font mieux parce qu'ils sont mieux armés, ils connaissent mieux les besoins, ils en ont les moyens. Eh bien, un exemple tout simple, pour ce qui concerne par exemple la réinsertion des prisonniers, on a une prison, et c'est un test qui est mené actuellement en Grande-Bretagne, la prison de Peterborough, où on a 3000 prisonniers qui sont en réinsertion, et il y a un fonds de capital qui s'est monté, qui s'appelle le Big Society Capital, qui est dirigé par un ancien banquier. Eh bien, on va abonder, il y a des investisseurs privés qui mettent de l'argent pour financer des associations qui travaillent à la réinsertion. Et si le taux de récidive baisse de plus d'un certain pourcentage, eh bien, ces investisseurs privés
récupèrent de l'argent. Donc on voit bien que là, il y a un projet innovant, expérimental, mais qui permet à la société, à l'État, aux prisonniers, aux entrepreneurs privés, eh bien, d'y gagner. Et là, on est typiquement dans un déblocage innovant de ce paradigme de l'État qu'on ne voit pas en France. Alexandre, Alors, pour répondre à cette question sur le rôle de l'État, on peut essayer de voir deux cas concrets. Effectivement, l'État, en s'apercevant qu'il y avait des vagues de suicides en 2008 dans des grandes entreprises, s'est dit, 3% de perte de croissance du PIB potentiel lié au stress, il faut agir. Donc nous, on a imaginé 3 termes pour dénommer des actions possibles. Le premier, c'est le médecin. Le deuxième, c'est le juge. Et le troisième, c'est le philosophe. Donc l'État s'est posé en médecin et avec le plan d'urgence d'Arcos en 2009, a promulgué un plan de lutte contre le stress au travail. Récemment, justement, le monsieur ou un collaborateur du monsieur dont parlait Frédéric, de Mars Lab, Hubert Landier, relatait récemment à un colloque que ce plan, 3 ans plus tard, semble avoir donné des effets satisfaisants en termes de réduction du stress. Maintenant, donc ça c'est le médecin, approche urgentiste. Une entreprise essaie de se soigner au plus vite, de parer au stress. Maintenant, si on va dans un autre degré d'amélioration de la performance via le bien-être, dans une organisation, c'est le domaine de la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et là, on a à nouveau l'État qui essaie d'agir avec la société civile, c'est le Grenelle de l'environnement qui comprend tout un tas de mesures en faveur du bien-être dans les organisations. Et là, le constat est beaucoup moins satisfaisant, parce que quand on n'est plus dans l'urgence, on a appelé ça le paradigme du juge, parce qu'il y a une injonction extérieure de l'État qui enjoint une organisation à agir pour la responsabilité sociale, là, les résultats sont beaucoup moins probants et on s'aperçoit même que les organisations font un lobbying énorme pour se dédouaner de leurs obligations de reporting administratif sur ces sujets-là. Donc là, ça marche beaucoup moins bien. Nous, ce qu'on prône comme modèle de fonctionnement, c'est un modèle qu'on a appelé le philosophe. C'est lorsqu'une organisation est convaincue par elle-même du bienfait d'œuvrer en faveur du bien-être des collaborateurs. Donc, peut-être une réponse un peu complexe, mais de dire que l'État a un rôle à jouer lorsqu'il s'agit de protéger contre le stress, que lorsqu'on parle de responsabilité, on est un peu dans l'entre-deux, l'État agit, et lorsqu'il s'agit cette fois-ci du bien-être, alors c'est principalement l'organisation qui est aux commandes. Voilà. Juste une précision. Il y avait d'abord monsieur en rouge là, qui connaît bien l'industrie, monsieur Boublil, ensuite devant. Ah non, sur votre droite, voilà. Ça fait longtemps que vous levez le doigt. Après, le monsieur, là, il y a un petit triangle là, des Bermudes. Avant de faire un commentaire, je vais poser ma question. Peut-on ne rien attendre de l'État ? Oui. Et le commentaire, il est le suivant. En 2005, quand Arcelor a voulu fermer Saarstahl, l'Allemagne, par l'intermédiaire du Land de Saar, a nationalisé Saarstahl. Je reviens des États-Unis. L'essentiel de la campagne de Barack Obama, c'est la nationalisation de General Motors qui lui a permis de gagner l'Ohio. Je voudrais parler de l'Angleterre. Les 2 principales banques du pays ont été nationalisées. Je pourrais vous parler de la Hollande. ABN AMRO a été nationalisé. Ah, on vous a coupé, monsieur, je vous promets que ce n'est pas fait exprès. Et je garde le meilleur pour la fin. Nous venons d'accorder 42 milliards d'euros de garantie à la banque Dexia. Oui, ça c'est sûr. Peut-on ne rien attendre de l'État ? Cela dit, oui, Mais tu ne devais pas poser une question. C'est celle-là. Monsieur, en dessous, et voilà. Non, c'était le monsieur là. Enfin, bon, écoutez, voilà, juste après. Je n'ai pas réussi à poser ma question tout à l'heure. Je suis un peu scandalisé par les propos qui sont tenus, parce que, notamment par monsieur Régis de l'Atelier de la République. Il me semble que la levée de l'impôt est inscrite dans la Constitution française. Donc il n'y a pas besoin de faire appel aux citoyens. Le citoyen est partie prenante de l'impôt. Et l'impôt est l'État que l'on décrit sans arrêt comme un monstre voulant attaquer le citoyen. Je rappelle que l'État, c'est nous. Contrairement à Louis XIV qui disait « l'État, c'est moi », nous sommes en démocratie, en République. Il y a eu une révolution française. L'État, c'est nous. Donc le citoyen participe pleinement. Ou alors c'est une critique du Parlement. C'est une critique du Parlement que vous faites. Et alors là, c'est grave. C'est-à-dire on se tourne vers l'extrême droite. Et je voulais dire... Je voulais dire aussi une chose, à propos de la question, que faut-il attendre de l'État ? Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre tout de l'État français.
Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu une expression tout à l'heure qui a Est-ce dit... que vous pouvez juste vous présenter? Oui, tout à l'heure. Moi, je ne suis Non, mais pas, c'est juste pour savoir si je vous... ne suis pas voilà. important, je ne fais pas partie de l'élite. Oui. Je voulais terminer par rapport à vous ce avez que... l'air, mais on sait jamais. Par rapport à ce que j'avais à dire, tout à l'heure, il y a Jean-Yves Texier qui a dit la politique commerciale de l'Europe Bien sûr, tu vas est une répondre. succursale de l'OMC. Je ne sais pas si c'était ironique, cette Oui, cette c'est la réponse phrase, précédente. mais il Je me sais, semble oui. qu'effectivement, il y a quelque chose à faire au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que la politique commerciale de l'Europe devrait plus influer sur la politique de l'OMC parce que c'est au niveau... Nous avons besoin de régulation. La crise de 2008, quand même... Le problème, c'est que je ne suis pas sûre qu'en l'occurrence, les Russes... Vous permettez, on va répondre à... Ma question... Olivier Régis va d'abord... Nous avons besoin de répondre. régulation. Non, mais attendez, vous l'avez Il me quand semble même. que l'excès de dépenses n'est pas seulement Oui, mais attendez, un monsieur, excès de dépenses vous au niveau de avez l'État français. quand même Il est provoqué aussi monsieur, dû c'est un normal excès qu'il de vous réponde. dépenses. Oui. Il est aussi dû à la crise financière de 2008. Et donc l'OMC pourrait effectivement agir en ce sens. On va d'abord répondre sur les impôts. Olivier Oui. Régis, Jean-Hervé Lorenzi, après le monsieur qui D'abord- est derrière. Et si vous voulez bien vous présenter. D'abord, pour monsieur qui a parlé juste avant vous de la nationalisation, je rappelle que juste aux États-Unis, la nationalisation, c'est assorti de la suppression de 2/3 des emplois. Non, je parlais de... Je vous répondrai, Non, le monsieur X. Monsieur Boublil, oui. Monsieur X, je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Allez, il y vous a laisserez beaucoup de votre carte questions, visite. donc allons-y. Nationalisation, ça veut dire aux États-Unis, nationalisation suivie d'un plan de suppression de la moitié aux 2/3 des emplois. J'imagine mal que le propos de nationalisation en France soit de dire qu'en nationalisant, on supprimerait 2/3, c'est-à-dire 400 emplois à Florange. Premier point. Deuxième point sur votre propos, je ne sais pas si c'est l'extrême droite, l'extrême gauche ou quiconque qui vous anime. Moi, j'ai un propos laissez-moi répondre, s'il vous plaît, je vous ai écouté, je vous réponds. J'ai simplement un propos beaucoup plus clair que le vôtre. Moi, je ne remets pas en cause la représentativité parlementaire. Je dis qu'aujourd'hui, aucun citoyen qui accepte et qui aime payer son impôt ne peut aujourd'hui dire qu'il est fier de laisser à ses enfants et à ses petits-enfants 1800 milliards de dettes. Et je dis juste que si vous interrogiez aujourd'hui les 20 ou 30% de nos jeunes de moins de 30 ans sur savoir s'ils sont solidaires de l'effort qui a été le nôtre de creuser ce déficit et s'ils acceptent de payer nos retraites pour les 50 ans qui viennent, je ne suis pas sûr que vous auriez un sondage favorable. Ça veut dire que la représentativité ne vous donne pas caution pour enfoncer votre pays aussi loin que vos jeunes ne pourront le relever. Et ça veut donc dire que les citoyens, et c'est un mécanisme très révolutionnaire, monsieur, et vous devriez le savoir, ont le droit, lorsqu'ils considèrent que les législateurs ont dérivé, de reprendre la main et de prendre la parole. La parole est libre, monsieur, et depuis la Révolution, elle est parfaitement libre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, mon propos n'est ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni du centre. C'est un propos de citoyen responsable qui dit que lorsque je paye mon impôt, je suis fier de le payer à condition que ce que l'on me livre ensuite pour moi et mes enfants soit conforme à la solidarité nationale et non pas au départ des uns contre les autres, de ceux qui considéraient qu'en quittant le pays, ils se sauvent, que ceux qui restent devront faire l'effort, que ceux qui entrent pourront bénéficier de telle chose. Il y a quelque part un mécanisme de solidarité qu'il faut reprendre. Et le Parlement aujourd'hui n'entend plus le peuple sur cette 1800 milliards de dettes, qui va les payer. Merci Ce n'est pas les parlementaires qui vont le payer. Monsieur. Ouais. Monsieur, allez poser votre question. Oui, voilà, bonjour, Bruno Floris, je suis gérant d'une société en fusion-acquisition, mais j'étais industriel à vente dans le domaine de l'énergie, du pétrole en particulier. Et je peux vous dire donc que les gestions de crise, on connaît bien. Et donc, quand je vois cette question auquel on n'a pas répondu, quel est le rôle de l'État ? Le rôle de l'État aujourd'hui, c'est de se réformer. La première chose que l'on fait quand on a un problème de la taille que nous avons, c'est de regarder quels sont les postes de dépenses. Les principaux postes de dépenses, c'est une administration pléthorique. Et pourquoi elle est pléthorique ? Elle est pléthorique parce qu'elle est mal organisée. Ce n'est pas une question d'efficacité des personnes, c'est une question d'efficacité globale. Quand vous voyez les strates administratives, et je suis frappé qu'on n'en parle jamais. Oui, entre autres. Mais ce que je... Alors, attendez, c'est Bon, ici donc, que ça se passe, si ça vous embête donc la pas trop. question Après, que on peut faire une autre la table question ronde, que je hein, mais pose voilà, simplement. ils sont là autant qu'ils répondent. Quoi. La question que je pose simplement, le rôle de l'État est essentiel pour donner Alors, des conditions. Mais par ailleurs, comment réformer cet État ? Parce que personne ne va toucher à son emploi. Jean-Hervé Lorenzi. Je trouve qu'on a trois questions qui s'en mêlent, comme toujours, dans les débats. Cher Alain,
La question n'est pas celle de savoir si l'État a un rôle à jouer. Évidemment, oui. Cher monsieur, est-ce que l'État est aujourd'hui très efficace? Évidemment, non. Mais la question qui nous était posée n'était pas celle-là. C'est pour ça qu'il y a une dérive un peu excessive, me semble-t-il. Et il faut essayer d'avoir des sujets précis, parce que sinon, on n'avance jamais. La question est la suivante. Elle est un peu dans, disons, l'environnement du rapport gallois. Qu'est-ce que l'État est, ou est-ce que l'État peut jouer sur ce qui est notre problème majeur aujourd'hui en France, en tout cas pour tout observateur à peu près objectif, c'est le fait que dans les 10 dernières années, nous avons, semble-t-il, perdu en compétitivité. Et donc, il y a eu la réponse galloise, il y a derrière toute une question, pour la résumer, qui est plutôt, faut-il faire plutôt une politique de la demande, une politique de l'offre. Alors, ceci irait encore mieux si, comme vous l'avez indiqué, l'État se... J'aime pas bien ce mot de réforme utilisé à tous les trucs, mais disons, se rationalise. Vous avez raison. Il faut bien réfléchir à ce que ça veut dire, mais vous avez raison. Bien évidemment, il faut que l'État abandonne peut-être des domaines dans lesquels, au fond, il n'avait pas forcément un rôle à jouer. Et après, cher Alain, tu connais mieux que quiconque ce sujet, c'est comment, dans une situation économique très particulière, très difficile, très compliquée, pour tous les pays du monde, dans lequel il se trouve que la France se trouve plutôt, c'est pas la fin du monde, mais dans une situation qui n'est pas exceptionnelle, parce que nous avons pour des milliers de raisons, dégradé notre situation depuis 10 ans. Comment est-ce que l'État peut reprendre la main en essayant de favoriser dans ces politiques d'environnement que personne ne remet en doute? Personne n'imagine un instant de revenir là-dessus, quels que soient d'ailleurs les termes employés, les nationalisations, tout ce qu'on peut imaginer. Comment l'État peut-il revenir pour essayer de favoriser le retour de la France dans une terre de compétitivité plus favorable pour elle? C'est ça la question. Et moi, objectivement, le rapport gallois, c'est bien, mais c'est évidemment, par exemple, pas la réponse suffisante. Frédéric Montlouis, rapidement, et après on en profite pour passer le micro à madame. Oui, vous vous souvenez peut-être de l'intervention de Warren Buffett au moment de la crise financière en 2008 ou 2009, où il avait dit c'est quand la vague se retire qu'on voit qui nageait à poil. Il a utilisé ce terme, j'ai fait des recherches, il n'a pas dit en maillot de bain ou sans maillot de bain, il a dit à poil. Et donc aujourd'hui, l'État, il est dans cette situation, hein, le roi est nu, l'État est à poil, si vous passez l'expression. Et donc, la question que ça pose, c'est, vous avez raison, monsieur, on doit attendre des choses de l'État. Vous avez raison, l'État, c'est nous, c'est vous. L'État, on parle de la France pour l'instant en tout cas. Et donc, la question essentielle, me semble-t-il, c'est comment l'État retrouve sa capacité à faire. La capacité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la faculté de comprendre. Et ça veut dire la faculté d'agir. Et donc le rôle de l'État, c'est très clairement d'être un pédagogue actif, d'expliquer aux Français pourquoi et comment ils doivent accepter des réformes, comment l'État, vous avez raison, doit lui aussi se réformer, c'est une évidence, et c'est la mère sans doute de toutes les réformes, mais aussi de faire accepter aux Français qu'il y a des actions à mettre en œuvre qui sont parfois douloureuses, et que c'est donc de façon extrêmement fondamentale que chacun doit faire un effort dans ce sens, et entreprise, citoyen, quel que soit leur âge, retraité, jeune, actif, etc. Merci Frédéric Montlouis, félicité. Madame. Oui, bonjour. Olivier Régis en a un petit peu parlé sur les PME, comment les aider. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'emplois qui sont perdus tous les jours dans les PME françaises, qui correspondent à plus de 50%, je crois, de... Il y a un chiffre par rapport à l'Allemagne, il nous manque 12 000 entreprises, ce qu'on appelle les ETI, là, tout d'un coup, qu'on a découvert, vous avez les grosses PME, voilà, en comparaison. Et votre question était? Ça ne marche plus. Il faut juste parler bien, voilà, voilà. En dessous donc ma question, c'est quel est le rôle de l'État pour aider les PME aujourd'hui? Et voilà, c'est ça. Alors là, oui, c'est vrai. Non, mais deux chiffres. Non, puis alors là, pour rebondir sur, je crois que c'était monsieur X qui parlait de quel État, il y a plusieurs niveaux, hein, parce que là, on est à l'État en haut, on est très colbertiste, mais c'est vrai qu'au niveau notamment des régions, des mairies, il y a un rôle extrêmement important à jouer, enfin, du moins des départements. On ne peut pas rentrer dans le débat sur l'efficacité des collectivités, mais ça serait un bon débat, mais ça peut pas le faire. On ne peut pas faire ça en quelques secondes. C'est une autre casquette, mais je ne peux pas la prendre là. Je peux simplement... oui, il y a des gains de productivité à faire, et tout l'enjeu des réformes territoriales, c'est cela. Mais on en est très loin. Sur la question PME, un chiffre qui est parlant pour tous les patrons ou tous les entrepreneurs et tous les salariés.
1 euro de salaire distribué, net, 1 euro de charge. Et quand vous avez ensuite une rigidité du travail qui fait qu'à bon escient, le code du travail est ce qu'il est, vous savez que lorsque vous embauchez, vous embauchez pour longtemps. L'État, c'est pour la vie. L'État, c'est pour la vie, ce qui explique la difficulté. Et on voit les collectivités embaucher beaucoup de contractuels pour limiter les statutaires. Dans l'entreprise, vous embauchez, c'est pour longtemps. Et vous évitez les conflits. Donc si vous embauchez, c'est vraiment, vous êtes sûr à 150 000 %, sinon vous ne prenez pas ce risque. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'emploi pour tous, c'est cette notion de retour à l'emploi, c'est-à-dire à l'utilité individuelle et à la capacité pour l'entrepreneur de ne plus avoir peur. Je bénéficie, c'est vrai, et j'en suis très très heureux, de quelqu'un qui va avoir envie de travailler. J'ai des choses à faire dans mon entreprise, dans ma TPE, parce que ici à la production, ici à la compta, ici à la caisse, j'ai besoin de gens, mais je ne peux pas les embaucher parce que c'est trop dur, trop contraignant. Donc l'emploi pour tous, c'est le retour à l'employabilité. Le retour à l'employabilité. C'est pas lié à vous, Olivier. Non, j'ai rien fait. C'est le retour à l'employabilité, c'est le retour à la confiance. Je suis entrepreneur, je peux prendre quelqu'un pour 3, 6 ou 9 ou 12 mois. Et si par bonheur, ça redonne du muscle à l'entreprise, je vais le conserver et je vais être très fier de payer mes charges. Il nous reste très très peu de temps, je suis désolée. Tout d'un coup, il y a 3-4 questions assez rapidement, si vous voulez faire les réponses courtes. Monsieur, allez-y. Allez-y, si ça souffle, on va voir. Bonjour tout le monde, Richard Vaquer, Valmont, psychologue. Ouais. Alors, une question. Donc, depuis très longtemps, déjà à l'époque des monarchies, les caisses de l'État étaient vides, le sport favori des rois, c'était de prendre de l'argent ailleurs. Il n'y avait pas déjà d'emploi à l'époque. Lors de la Révolution, une des premières choses, ça a été de nationaliser la dette, donc de partir sur de mauvaises bases, mais pour des bonnes raisons. Et en même temps aussi, on était dans une société où il n'y avait pas d'emploi. Au fur et à mesure, l'Empire ruinait aussi, pas forcément d'emploi, enfin la guerre, etc. Si on prend les rapports des différentes manufactures au 19e siècle, si on arrive jusqu'au 20e siècle, à chaque fois, ce qu'on voit, c'est pas forcément plein emploi. Et pareil, les Français ne sont pas compétitifs par rapport à leurs voisins anglais, allemands, espagnols, etc. etc. Ça fait à peu près donc, une dizaine de siècles que c'est comme ça, qu'on peut lire ça un peu partout. Est-ce qu'on va y arriver un jour et est-ce que l'emploi, le plein emploi en tant que tel, c'est possible? Est-ce que la compétitivité, ça sert à quelque chose? Puisqu'on est dans un emploi qui n'est pas compétitif depuis des sièles. Bonne question. Je vais vous dire... Jean-Hervé Lorenzi. Rapidement. Non, très rapidement. Mais dame en dessous et là. Juste, c'est un peu rapide ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est quand même assez inexact. Il y a eu des périodes de compétitivité, il y a eu des périodes de non-compétitivité. Si vous prenez par exemple la deuxième moitié du XIXe siècle, les deux pays qui ont été les plus exceptionnels, c'est la France et l'Allemagne. La deuxième révolution industrielle, elle est allemande et française. Quand vous prenez ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, taux de croissance entre 5 et 6%, taux de gain de productivité. Donc si vous voulez, il faut absolument éviter ce sport national qui consiste à toujours s'auto-flageller, expliquer qu'on est le plus mauvais du monde, etc. C'est pas tout à fait exact. Alors maintenant, aujourd'hui, on n'est pas dans une bonne passe. Voilà. On n'est pas dans une bonne passe et il faut s'en sortir. Peut-être que le rebond, c'est vraiment d'abord bien comprendre la situation. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Voilà. Madame. Un rebond là-dessus, c'est un autre débat, mais on pourrait aussi poser la question de quel type de croissance. Puisque, évidemment, on sait qu'on a besoin de relancer notre économie de manière traditionnelle en termes de croissance du PIB. Mais l'un des travaux qu'on conduit à la Fabrique Spinoza, c'est de constater que depuis, ça s'appelle le paradoxe d'Easterlin, certains d'entre vous le connaissent, mais entre 1973 et 2008, le PIB de la France a augmenté de 113% en euros constants. Et dans la même période, la satisfaction des gens quant à leur vie, leur bien-être, est restée le même. Donc, ça pose cette question-là, compétitivité, performance, croissance, dans quel but et quel type de croissance? Il nous reste 2 minutes. Madame, il nous reste 4 questions. Oui, alors on a beaucoup parlé d'État, sans vouloir dire que je représente l'État, c'est pas le cas, mais je suis une élue, désolé monsieur, mais il y en a ici effectivement. Je suis, voilà, donc je suis effectivement élue à Paris, conseillère de Paris, et je suis secrétaire nationale de l'UMP en charge des relations avec les... Je suis aussi élue, madame, c'est bon. Voilà, et je suis en charge des relations avec les think tanks et les clubs de réflexion, et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui, et heureuse de vous écouter. Alors, il se trouve que dans une autre vie, j'ai été aussi lobbyiste et membre de think tank. Et j'aimerais vous dire une chose. Oui, effectivement, l'État ne peut pas tout faire. L'État a besoin d'avoir des partenaires. L'État a besoin de créer des passerelles. Et cette passerelle, c'est avec qui? C'est avec la société civile, c'est avec les entreprises, c'est avec les think tanks. Et puis alors, puisque vous êtes là, et je trouve que cette initiative est excellente, j'ai travaillé dans un think tank américain. Et j'aimerais vous dire une chose. C'est que dans les think tanks américains,
eh bien, on envoie des notes à tous les députés quasiment tous les jours. Que dans les think tanks, effectivement, à l'étranger, en Allemagne, que ce soit, ils envoient des réflexions à tous leurs élus, à tout le gouvernement de façon régulière. L'État a besoin, vos élus ont besoin de vous, ont besoin d'informations, parce qu'on ne peut pas maîtriser tous les sujets, et il est fondamental d'avoir un partage de solidarité et de réflexion. Nous avons besoin de vous aussi pour pouvoir permettre à la société civile de comprendre. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est créons des passerelles, n'opposons pas l'État aux citoyens, parce que l'État, nous sommes avant tout les représentants des citoyens. Peut-être que les parlementaires américains ont un peu plus de temps pour lire les notes des think tanks aussi, madame. Alors, excusez-moi, je suis désolée, mais il se trouve que je suis là aujourd'hui. Il se trouve que je suis là pour vous écouter. C'est très bien. Non pas là, mais ici sur un banc pour vous écouter, et je suis à votre disposition pour vous recevoir et vous rencontrer. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Bravo. Monsieur au premier rang et après le monsieur là. Merci. Rapidement, parce que le gong aurait dû sonner. Je ne sais pas si on l'a entendu sonner ou pas sonner, mais enfin bref, il faut qu'on... Très rapidement, avant le son du gong, donc, Raphaël Borouman, prof d'économie à l'ESG. Donc, Monsieur Lorenzi a commencé à juste titre en parlant du surcoût de l'EPR de 2 milliards, qui était un problème macroéconomique, parce qu'on parle de 2 milliards, voire plus. Mais je pense que, indépendamment d'un débat pro ou anti-nucléaire qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, certains choix technologiques et certains choix industriels ne peuvent être faits que par l'État parce qu'ils sont sur une durée de long terme telle qu'aucun acteur privé ne serait prêt à y aller. Et donc si on regarde le cas des Anglo-Saxons et de la Grande-Bretagne ou qui ne sont pas dans le cadre d'une politique interventionniste très forte, on voit que certains secteurs vont commencer à être renationalisés, que ce soit les transports publics ou une partie des activités de l'énergie, parce que des acteurs privés ne sont pas prêts sur 30 à 40 ans à prendre un risque en termes d'innovation et de choix technologiques. Donc je vais avoir votre avis là-dessus, si vous confirmez ce point de vue ou pas. Merci. Alors, Jean-Hervé. Je suis d'accord avec lui. Non, ça veut dire quoi? Non, oui. C'est ce que fait l'État, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire c'est difficile peut-être de répondre là. C'est ce que fait l'État depuis toujours. C'est ce que vous dites est juste et c'est ce que fait l'État depuis toujours. Il y a des pays anglo-saxons qui avaient tout privatisé, quasiment tout, et qui ont remis une dose d'intervention publique pour pouvoir gérer le long terme. Si, prends la question. Une très rapide, parce que le monsieur lève la doigt depuis à peu près 20 minutes. Et après, c'est terminé, on y va. Oui, bonjour, merci de me donner cette parole. Je voulais dire juste qu'il faut vivre un peu dans son époque et que je crois que la croissance qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui est une croissance sans emploi. Je crois que le chômage ne va faire qu'augmenter. Je crois que la productivité va faire que supprimer des emplois. Et je crois qu'il y a une solution à tous ces problèmes et qu'on n'en parle pas souvent et même jamais, c'est l'instauration d'un revenu de base. Et ça serait très important que les think tanks et que toute la salle et que vous en parlez parce que c'est quelque chose... Alors, peut-être la dernière, mais je ne sais pas qui répond. C'est bon, ça existe. Olivier, Jean-Hervé, ça existe déjà. Il y a des revenus. Il y a des revenus garantis en France et depuis très longtemps. Des minima qui sont parfois, c'est vrai, considérés comme trop bas, mais qui sont quand même la garantie. Enfin, soyons directs, s'il n'y avait pas ces minima depuis, disons, l'instauration du premier RMI en France, on aurait probablement eu des mouvements sociaux et des mouvements humains très durs dans les années qui viennent de s'écouler. Ces minima existent, ne sont peut-être pas suffisants, mais garantissent une certaine forme de paix sociale. Il y a un homme politique qui avait dit, lorsque Rocard et François Mitterrand avaient avancé cette piste, que indirectement, c'était quelqu'un d'extrême gauche qui avait dit on achète un processus anti-révolutionnaire. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Peut-être juste une chose, je ne peux pas vous laisser. Non, on ne peut pas laisser ce monsieur qui a l'air vachement sympathique, mais dire des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. D'abord, vous êtes vraiment une sorte de prophète pour pouvoir déterminer ce qui va se passer dans les années qui viennent. Et le fait que la productivité supprime définitivement les emplois, c'est une vérité qui est quand même très à vérifier. Vous prenez les 2 derniers siècles et vous regardez ça de près, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, allez, merci beaucoup.